Nous sommes en 2012. L'Afrique est présentée comme le continent du futur. Les investisseurs du monde entier se ruent sur ce marché de 1,4 milliard d'habitants. Et au cœur de cette fièvre, une start-up berlinoise décide de parier tout ce qu'elle a sur un rêve fou, devenir l'Amazon de l'Afrique. Elle s'appelle Jumia. Pendant des années, elle a tout eu. Les milliards de dollars des investisseurs, la couverture médiatique internationale, la promesse d'un continent entier à conquérir. Et pourtant, comment une entreprise soutenue par des géants comme Goldman Sachs, Mastercard et même Orange a-t-elle pu se retrouver au bord du gouffre? Comment Jumia, présente dans 14 pays africains, a-t-elle vu son action chuter de plus de 90% en moins de 2 ans après son introduction en bourse? Et surtout, comment une licorne africaine célébrée à Wall Street est-elle devenue le symbole d'un échec retentissant qui a remis en question l'avenir entier du e-commerce sur le continent africain? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à exploser le bouton like pour m'encourager à continuer. Jumia, c'est une histoire de boutique en ligne et d'erreurs stratégiques. Notre histoire ne commence pas à Lagos, ni à Nairobi, mais dans un bureau ultra moderne de Berlin, en Allemagne. C'est là que siège Rocket Internet, une société allemande connue pour copier des modèles d'affaires qui marchent aux États-Unis et les reproduire dans des marchés émergents. Leur formule simple, regardez ce qui fonctionne, copier, déployer vite et encaisser. Ils ont déjà fait ça avec Lazada en Asie du Sud-Est, avec Zalando en Europe. Et maintenant, ils regardent l'Afrique, un continent avec une classe moyenne en explosion, un taux de pénétration des smartphones en forte hausse et quasiment aucun acteur dominant dans le e-commerce. C'est Oliver Samwer, le fondateur de Rocket Internet, qui voit l'opportunité. Il réunit une équipe, il lève des fonds. Et en juin 2012, Jumia est lancé au Nigeria. Le nom lui-même est symbolique. Jumia vient d'un mot swahili qui signifie ensemble, un clin d'œil à l'unité africaine, une promesse faite à un continent. Les premières années sont impressionnantes. Jumia se développe à une vitesse folle. En 2013, elle est présente en Côte d'Ivoire, au Kenya, en Égypte. En 2015, elle opère dans 11 pays. L'entreprise embauche des milliers de personnes. Elle ouvre des entrepôts. Elle crée des emplois. Les chiffres donnent le vertige. Des millions d'utilisateurs, des centaines de milliers de vendeurs sur sa plateforme et des investisseurs qui se battent pour entrer au capital. En 2016, Jumia lève 326 millions de dollars. AXA, MTN, Goldman Sachs, des noms qui font rêver. L'évaluation de l'entreprise dépasse le milliard de dollars. Jumia devient officiellement une licorne, la première licorne africaine. Les médias internationaux s'emballent. The Economist, Forbes, CNN, tout le monde parle de Jumia. On l'appelle l'Amazon de l'Afrique. Et cette comparaison, qui semblait si flatteuse, allait en réalité devenir un fardeau. Le 12 avril 2019 est un jour historique. Jumia entre en bourse sur le New York Stock Exchange, le NYSE. C'est la première entreprise africaine à être cotée sur cette bourse iconique. L'action ouvre 14,50 dollars. En quelques heures, elle monte à 25 dollars. L'euphorie est totale. Les fondateurs sont applaudis, les investisseurs se félicitent et les médias africains célèbrent ce qu'ils présentent comme une victoire pour le continent. Mais derrière les palettes du NYSE, quelques analystes regardent les chiffres de plus près et ce qu'ils voient les inquiète. Jumia brûle de l'argent à une vitesse alarmante. En 2018, la société a enregistré une perte de 170 millions de dollars. En 2019, ces pertes grimpent à 227 millions. Malgré des millions de commandes, la plateforme ne gagne pas d'argent. En réalité, chaque commande lui coûte de l'argent. Comment est-ce possible? Comment peut-on avoir des millions de clients et perdre autant?
C'est ici que le génie du modèle d'Amazon rencontre la réalité africaine et cette rencontre est brutale. Premier problème, la logistique. Amazon opère dans des pays avec des infrastructures parfaites, des routes, des adresses précises, des systèmes postaux fiables. En Afrique, les routes sont souvent impraticables. Beaucoup de quartiers n'ont pas d'adresse formelle. Livrer un colis à Lagos peut prendre 3 jours dans ce qui ressemble à un labyrinthe humain. Résultat, Jumia est obligé de construire toute sa logistique from scratch, des entrepôts, des flottes, des motos, des systèmes de géolocalisation maison. Tout ça coûte une fortune. Deuxième problème, le paiement. En Occident, vous commandez en un clic et votre carte est débitée. En Afrique, à l'époque, la grande majorité des gens n'ont pas de carte bancaire. Jumia doit donc accepter les paiements à la livraison. Et devinez ce qui se passe quand le livreur arrive avec le colis. Les clients refusent de payer. Pas d'argent liquide disponible. Colis pas comme attendu. Mauvaise humeur ce jour-là. Les taux de retour et de non-paiement atteignent des niveaux catastrophiques. Parfois, 40-50% des commandes dans certains pays. Chaque retour coûte de l'argent et ces coûts s'accumulent. Troisième problème, la confiance. En Afrique, comme dans beaucoup de marchés émergents, les consommateurs ne font pas confiance aux achats en ligne. Ils ont peur d'être arnaqués, de recevoir un faux produit, de ne jamais être remboursés. Et cette méfiance légitime ralentit considérablement la croissance. Mais le coup de grâce vient d'un endroit inattendu. En mai 2019, à peine un mois après l'introduction en bourse, un rapport dévastateur est publié par Citron Research, un cabinet américain spécialisé dans la détection de fraude financière. Le titre du rapport est sans équivoque. Jumia est une fraude. Citron accuse Jumia d'avoir gonflé artificiellement ses chiffres d'utilisateurs actifs dans son prospectus d'introduction en bourse, de présenter comme actifs des utilisateurs qui n'avaient pas commandé depuis des mois, de cacher la réalité de ces taux de fraude interne. Jumia dément, mais le mal est fait. L'action s'effondre. En quelques semaines, elle perd 70% de sa valeur et les investisseurs qui avaient cru au rêve africain se retrouvent avec des pertes colossales. À partir de 2019, c'est une course contre la montre. Jumia doit réduire ses pertes. Et pour ça, il faut faire des choix douloureux. En 2019, Jumia ferme ses opérations au Cameroun, en Tanzanie et au Rwanda. Des centaines d'emplois perdus, des partenaires locaux abandonnés. La promesse d'un Amazon africain universel commence à se fragmenter. En 2020, un autre abandon, la Côte d'Ivoire. Puis d'autres pays suivront. De 14 pays au pic de son développement, Jumia va progressivement se recentrer sur ses marchés les plus solides, le Nigeria, l'Égypte, le Kenya et le Maroc. Chaque fermeture est une blessure, non seulement pour l'entreprise, mais pour les milliers de petits vendeurs locaux qui avaient construit leur business sur la plateforme. Des artisans, des commerçants, des PME qui avaient misé sur Jumia pour toucher des clients à travers leur pays. Face à l'hémorragie, la nouvelle direction de Jumia, Francis Dufay, prend la tête de l'entreprise en 2022 avec une stratégie de suivi intelligente. L'entreprise se concentre sur ce qui fonctionne vraiment, les produits électroniques, les téléphones, la mode, les catégories où les marges sont meilleures et la logistique plus simple. Elle développe aussi Jumia Pay, son service de paiement mobile. L'idée, on leur crée un portefeuille numérique et ce portefeuille peut devenir le vrai moteur de croissance. La stratégie est claire, devenir profitable en acceptant d'être plus petit, réduire les coûts, couper les branches mortes et construire un business durable plutôt qu'un empire qui brûle du cash.
Mais pendant que Jumia se restructure, la concurrence ne dort pas et quelque chose d'intéressant se produit. Des acteurs locaux qui connaissent mieux les réalités africaines commencent à grignoter le marché. Konga au Nigeria, Kilimall au Kenya et surtout l'arrivée des géants asiatiques. Alibaba avec son écosystème et plus récemment TikTok Shop qui s'impose dans les ventes sociales. Les consommateurs africains, eux, évoluent. Ils font de plus en plus confiance au e-commerce. Les paiements mobiles explosent grâce à M-Pesa, Wave, Orange Money. Les smartphones sont partout. Paradoxalement, le marché que Jumia avait imaginé en 2012 est en train de devenir réalité. Mais Jumia n'en est plus le seul bénéficiaire. Alors, qu'est-ce qui a vraiment tué le rêve de Jumia? Parce que derrière les scandales comptables et les problèmes logistiques, il y a une leçon de business beaucoup plus profonde. Jumia a fait l'erreur classique. Elle a voulu importer un modèle occidental en Afrique sans l'adapter suffisamment. Amazon a mis 20 ans à devenir profitable. Il a bénéficié d'infrastructures postales construites depuis des décennies, d'un système bancaire mature, d'une culture de l'achat en ligne ancrée. Jumia a voulu reproduire cela en 5 ans sur un continent où aucune de ces conditions n'était réunie. Deuxième leçon, la course à la croissance à tout prix est un piège. Brûler du cash pour gagner des parts de marché fonctionne dans des écosystèmes matures. En Afrique, où les fondamentaux ne sont pas encore en place, cette stratégie devient destructrice. Troisième leçon, peut-être la plus importante. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent de 54 pays avec 54 réalités différentes, 54 cultures, 54 systèmes économiques. Une stratégie qui fonctionne au Nigeria ne fonctionnera pas forcément au Sénégal ou en Éthiopie. Jumia a essayé d'appliquer un modèle standardisé à une réalité profondément hétérogène. Elle a prouvé que le e-commerce est possible en Afrique. Elle a formé une génération de logisticiens, de développeurs, de gestionnaires de marketplace africains. Elle a créé une infrastructure imparfaite, coûteuse, mais réelle, qui a permis à des milliers de petits entrepreneurs de vendre en ligne pour la première fois. Elle a aussi prouvé aux investisseurs mondiaux que l'Afrique est un marché sérieux. Même si l'aventure Jumia a été douloureuse, elle a ouvert la voie à d'autres startups africaines. Flutterwave, Wave, OP, Andela, toutes ont bénéficié de l'attention que Jumia a générée pour le tech africain. Et aujourd'hui, en 2024, 2025, Jumia est toujours là, plus petite, plus prudente, mais vivante et en train de travailler sur sa rentabilité un trimestre après l'autre.